l'info du vrai et c'est 20h la culture avec Patrice Boisfer, Alice Darfeuille. Salut Alice. Salut, et nos Laurence. deux invités, le chef Thierry Marx et le journaliste Bernard Thomasson. Bonsoir à tous les deux et bon appétit. Merci. Allez, c'est à vous. C'est l'heure. C'est la deuxième fois que vous travaillez ensemble. Après, vous avez écrit un précédent livre dans lequel vous vous racontiez les grandes recettes françaises. Et cette fois, le chef et le journaliste s'intéressent au parcours des hommes et des femmes plus ou moins connus, mais quand même assez connus. Ce sont des noms qui parlent pour la plupart. Ces grands chefs donc, qui ont marqué notre patrimoine culinaire français dont nous sommes si fiers. Alors, il y a des biographies, des parcours, et à chaque parcours, 3 recettes emblématiques du chef dont on parle, et une 4e inédite préparée par Thierry Marx. Bernard Thomasson, une première question. Tout d'abord, pourquoi les grands chefs ont-ils si souvent besoin de parler à travers la littérature de la cuisine, comme s'il fallait finalement que quelque chose reste, comme si faire plaisir en offrant la cuisine ne suffisait pas? Parce que la cuisine est éphémère et que la littérature reste d'une part, et d'autre part parce qu'il y a vraiment des résonances entre la cuisine et la littérature. Tout cela, c'est affaire de goût, de sensation, même de vision, même parfois d'olfaction. Le livre, ça sent, ça se touche. La cuisine, c'est pareil, ça se regarde, ça se sent, ça s'apprécie. Il y a vraiment de fortes similitudes. Et je crois que les chefs aiment aussi laisser des traces derrière eux. Il y a quelques-uns dans le bouquin qui sont presque des écrivains. Hein. Nignon, qui a écrit un... Comment il s'appelle le bouquin, Thierry? L'Heptaméron. L'Heptaméron. C'est pour ça que je presque vous un pose livre la de question, littérature. parce que finalement, ils sont assez nombreux à avoir voulu, à un moment donné de leur carrière, mettre par écrit ce sur quoi ils ont travaillé pendant des années. Oui, parce qu'ils ont travaillé durement. À chaque fois que vous regardez les parcours, hommes ou femmes, sont des genres qui sortent souvent d'une extraction sociale extrêmement difficile, qui vont se construire vraiment à la force du poignet, qui vont se nourrir de leur écosystème, ils vont récupérer une culture générale, et puis à un moment donné, il faut délivrer, il faut transmettre. Si la gastronomie française en est là aujourd'hui, c'est parce que ces personnes ont écrit, et finalement aujourd'hui, on peut encore s'appuyer sur un Gouffet, sur un Nignon ou sur un Escoffier. Mais c'est vrai qu'à un certain âge, et c'est pas le cas pour vous, hein, évidemment, Thierry Marx, mais on a envie de transmettre aux jeunes générations ce qu'on a mis une vie entière à mettre au point. Bien sûr, parce que la grande farce en France, c'était toujours d'opposer tradition et innovation. Or, Montesquieu dit la tradition est la mère de l'ignorance. Donc c'est la transmission qui compte. Sinon, la tradition est un tiroir vide, et ces hommes-là l'ont compris, ils transmettent leur métier, ils écrivent, ils partagent, et finalement, ça permet aux générations à venir de continuer à œuvrer pour le patrimoine culinaire français, qui aujourd'hui ne se dément pas. S'il existe aussi puissamment sur l'ensemble de la planète, c'est parce que il y a des piliers solides. C'est grâce à eux. Et qu'est-ce qui vous a justement... Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, interpellé en retraçant le parcours de ces hommes et de ces femmes? Est-ce que, par exemple, vous avez trouvé un point commun à chacun? Oui. Lequel? Oui, le travail, ce que disait Thierry, la force du poignet. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sortent de milieux qui sont difficiles. Ce ne sont pas des fils d'eux, des copains d'eux. Ils n'ont pas fait d'école hôtelière. Ils ne sont pas amenés par copinage. Ils sont partis pour beaucoup de rien. Je pense, par exemple, à celui qui est né dans le ruisseau, qui est en 1780. J'ai oublié carrément. Voilà, le cuisinier de Talleyrand. Vous attendez pour intervenir. Le cuisinier de Talleyrand qui est parti de rien du tout. Son père l'a abandonné. Ils étaient 15 dans la fratrie. Il a dit, je ne peux pas élever tout le monde. Toi, je sens que tu vas te débrouiller. Il le met, et le gamin, il devient mendiant, et puis il bosse un peu, etc. Et tous, vous les prenez tous un par un, ils ont tous cette force de caractère. Et je pense que Thierry aussi est intéressé par ça, parce que Thierry c'est un peu votre histoire. Aurait presque pu, j'allais dire, mal tourner dans sa jeunesse. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas d'ascenseur social, mais un escalier social, c'est ça? Bien sûr, c'est une grande farce, l'ascenseur social. Il y a un escalier. La règle de l'État est de faire en sorte que cet escalier soit équitable pour tous, mais il y a cette notion de l'effort. Ces hommes-là et ces femmes-là l'ont compris, et elles ont pris l'ascenseur social, et à chaque fois, elles ont rencontré un mentor, une personne qui les a construits intellectuellement. On parle de Carême sans Talleyrand. Il n'y a pas de Carême. Escoffier sans César Ritz, il n'y a pas Escoffier. Donc c'est toute cette construction avec un écosystémique finalement qui est extrêmement intéressante dans ces personnages. Alors il y a aussi plein d'anecdotes très rigolotes, on apprend plein de choses. Par exemple, l'histoire de, je ne sais pas si vous aimez la pêche melba, Laurence. J'adore, oui, ça va. Tout ce qui est sucré. Hein. Alors, la pêche melba, c'est Nelly Melba. Nelly Melba, c'est une cantatrice qui est née à Melbourne, en Australie, et qui est venue s'installer en Europe, et qui, à l'époque, était la grande cantatrice
innovatrice, comme a été la Calas à son époque. Et donc, elle était connue quasiment dans le monde entier. Et il y avait de la Melba partout. Il y avait des robes à la Melba, des chapeaux à la Melba, etc. Et elle chantait à Londres, à Covent Garden. Et juste à côté, il y avait le fameux restaurant où étaient Césaritz et Escoffier. Escoffier lui faisait à manger tous les jours. Et donc, elle l'a invité un jour à une première de Lohengrin, fauteuil d'orchestre. Il a été abasourdi. D'abord, il aimait bien les femmes, Escoffier. Donc, il est tombé un peu amoureux et il lui a dit, Madame, demain, je vous invite. Elle est venue. Il lui a fait un dessert, donc pêche Melba. Il a fait une pêche sur, Thierry vous le dira mieux que moi, sur un litre de glace, etc. Oui, dites-nous, rappelez-nous. C'est vrai que quand il rencontre Nelly Melba, non, justement, mais il va faire sa purée de fruits rouges, la glace vanille, tout ça c'est fait à la minute, pocher une pêche à la minute dans un sirop à 13 degrés baumé, comme on l'appelait à l'époque. C'est servi tiède, c'est un jeu de texture et de température, c'est sublime. Et finalement, Escoffier avait compris, grâce à Césaritz, qu'il fallait pipoliser aussi la cuisine. Ouais. Donc, c'était un observateur de la société et il savait qu'il fallait communiquer. C'était un peu l'Instagram de l'époque et il en a bénéficié aussi. Et c'était la grande force d'Escoffier. Et ça a fonctionné. Alors, il y a aussi la mère Poulard, renommée pour son omelette, avec son restaurant situé à côté du Mont-Saint-Michel. Alors, elle est carrément devenue un passage obligé pour les responsables politiques. La légende raconte même qu'elle leur portait chance. C'est vrai, ça, Thierry Marx ? C'est un peu vrai, c'est-à-dire qu'il y avait une telle force d'attraction chez la mère Poulard. D'abord, elle avait ce côté patrimonial, ruralité maximum, une cuisine assez emblématique parce qu'un coût matière première très faible, des œufs et un savoir-faire, un geste, savoir faire une omelette, c'est un geste assez précis et cuit au feu de bois. C'est un jeu de texture et de température absolument sublime et elle comblait ses invités comme ça. Et effectivement, les hommes politiques disaient qu'elle portait chance. Oui, parce que Clémenceau était très ami avec elle et à chaque fois qu'il allait la voir, il se faisait réélire. La seule fois où il n'a pas pu, il était allé la voir la veille d'une réélection, elle était malade, elle ne l'a pas reçue, elle n'a pas fait manger, il n'a pas été élu. Et parmi tous les politiques qui sont ensuite allés la voir, Édouard Balladur n'a pas rendu visite à la mère Poulard. Elle n'était plus là évidemment, mais le restaurant de la mère Poulard, et évidemment il n'a pas été élu non plus. Donc on dit qu'effectivement pour se faire élire président de la République, il faut aller manger chez la mère Poulard. Alors il y a aussi ce passage sur finalement le premier grand chef qui a réussi à parler de cuisine à la télévision. On est en 1954, après une grève à la RTF, la radio-télévision française, qui permet... non, c'est pas Top Chef, c'est encore un peu un autre style. Donc là, il y a un cuistot amateur, en fait, qui parle de cuisine à la télé, mais ça se passe très mal. Du coup, on le vire, on cherche un vrai chef, et ça donne ça. Alors voilà, nous allons parler des fromages qui servent à faire la fondue. Naturellement, des fondues, il y en a beaucoup. Brillat-Savarin, dans son fameux livre « La physiologie du goût », parle d'une fondue qui est en réalité des œufs brouillés au fromage. Naturellement, personne n'est d'accord avec Brillat-Savarin à ce sujet. Absolument personne. Il parle aussi d'un certain prêtre qui avait mangé la fondue avec une cuillère, ce qui ne se faisait pas non plus. Une hérésie. Une hérésie. Elle se mange toujours avec une fourchette. Bon. Voilà, avec Catherine Langer, évidemment. Avec Catherine Langer, oui, Raymond Oliver. C'est extraordinaire parce que quand on écoute Raymond Oliver, il y a l'histoire de la recette et puis le fantasme de la recette. Parce qu'il invente des choses, d'un point de vue historique, c'est complètement abracadabrant. Il raconte avoir connu le couscous par des berbères qui lui avaient appris la recette. Oui, c'est une narration assez particulière. C'est-à-dire que si on suit sa recette de la fondue, là, on se retrouve avec la fondue façon Raymond Oliver, qui se réinventait un peu les choses. Mais ce qui est drôle pour Raymond Oliver, quand on voit les films en noir et blanc des années 65, 65, 66, c'était, on le retrouvait dans tous les films d'Audiard quasiment. Dans le Gentleman d'Epsom, par exemple, on a un moment où on voit Raymond Oliver et Catherine Langer. Et lui, il a transmis à son fils, pour le coup. Oui. Mais et au petit-fils. Et au petit-fils, il y a vraiment une dynastie de chefs brillants d'ailleurs. Mais c'est intéressant. Ça a duré 14 ans quand même, cette émission. Oui. Et c'était très suivi. Et il a donné l'envie à beaucoup de jeunes de devenir cuisinier. C'est-à-dire que c'était la première fois que quelqu'un racontait la cuisine à la télévision. Alors évidemment avec une chaîne à l'époque, donc tout le monde regardait. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont eu envie de faire ce métier grâce à Raymond Oliver. Est-ce que vous pensez, comme Napoléon III, que vous citez dans votre livre, qu'un bon pâtissier peut devenir un très bon cuisinier, mais que l'inverse n'est pas possible? Laissons répondre le pâtissier. C'est complètement vrai, à mon avis. Il y a un ordonnancement du travail dans la pâtisserie, une pharmacopée, une précision qu'on n'a pas forcément en cuisine. On est plus dans l'instinctif. Donc énormément dans ce livre, vous allez trouver de gens qui sont passés par la pâtisserie. Et on oublie de dire que 18e, c'était surtout une pâtisserie salée.
et ensuite qui sont devenus de grands cuisiniers. Vous rêviez d'être pâtissier d'ailleurs? Oui, moi j'ai commencé, je rêvais d'être boulanger. Et puis finalement, on m'a orienté vers la pâtisserie. Et puis ensuite, j'ai œuvré vers la cuisine. Mais c'est vrai qu'il y a une précision dans la pâtisserie qui est extrêmement intéressante. Et surtout une organisation du travail. Ce qui est intéressant, si vous me posiez la question tout à l'heure de ce qui est commun à tous ces chefs, c'est qu'ils sortent des règles. Mais pour sortir des règles, il faut d'abord les apprendre. Thierry dit, la pâtisserie, c'est une pharmacopée, des mesures très précises, etc. Mais même pour la cuisine, il faut apprendre les règles de base, les recettes, toutes les recettes. Et ensuite, on peut se permettre de faire courir sa liberté, d'avoir des inventions, etc. Mais il faut vraiment connaître toutes les recettes de base. Donc ça aussi, c'est un exemple. C'est-à-dire que pour devenir quelqu'un d'inventif, de créatif, il faut aussi apprendre les règles à la base. C'est comme les grands joueurs de jazz qui doivent connaître. Oui, on improvise que sur... Vous cuisinez vous aussi ou vous avez juste écrit Je préfère laisser ça à des gens qui savent mieux le faire que moi. Comme Thierry Marx. Votre passion commune, en fait, c'est la cuisine. Et vous avez une autre passion en commun, je crois, c'est le sport. Ah oui. C'est très important pour vous, Thierry Marx, je le sais, je crois que vous faites du yoga tous les jours. Alors yoga et puis d'autres activités physiques, oui, quasiment 6 fois par semaine maintenant. Vous faites du basket avec Bernard on ne sait jamais. On ne s'est jamais essayé au basket. Bernard, très bon. Bernard qui a fait beaucoup de basket et qui est aussi un grand marathonien. Oui, j'ai couru une vingtaine de marathons, oui. Et si vous deviez faire le portrait de Thierry Marx en quelques phrases? Thierry est un homme d'abord très, très chaleureux, très généreux, très ouvert et en même temps très malicieux. C'est-à-dire qu'il est un peu, il a de l'humour, il est très coquin parfois, mais surtout ce que je retiens, c'est sa grande générosité. C'est-à-dire qu'il fait les choses sans arrière-pensée, vraiment jamais sans arrière-pensée. Et ces écoles le prouvent, puisqu'il a créé des écoles qui vont vers les autres, vers les gens qui sont des cassés de la vie, sortis de prison, des gens chômeurs longue durée, etc. Et qui ne lui rapportent pas un sou. Enfin, je peux le dire, Thierry, parce que c'est des associations qui gèrent ça. Il a créé ça uniquement pour aider les gens et je trouve ça formidable. Il y en a d'autres comme ça, beaucoup d'autres, des chefs engagés. Oui, dans le bouquin, Édouard Mignon, par exemple. Pour dire que c'est aussi un continuum de l'histoire. Bien sûr. Des chefs engagés, oui, il y en a beaucoup qui font des choses peut-être moins que toi, mais... Oui, mais c'est quand même un métier de gens généreux. Ouais. C'est quand même un métier où on apprend à partager et notre vie est autour du partage. C'est-à-dire que si on ne convainc pas au travers de notre cuisine, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc je trouve que les cuisiniers savent mesurer l'impact social et environnemental qu'ils peuvent avoir dans leur travail. Votre recette emblématique, Thierry Marx, s'il y en a une, c'est laquelle? Et là, j'ai toujours le regret de dire que non, ma recette emblématique, ce qui me fait vibrer encore en termes d'émotion culinaire, c'est le pain. Parce que je trouve que dans le pain, il y a tout un symbole fort de partage, effectivement, mais de coût matière extrêmement faible. Et il faut beaucoup de talent pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve que la magie du pain, quand j'explique ça à mes jeunes collaborateurs, je dis, vous savez, de l'eau, de la farine, du sel, du savoir-faire, on fait un produit qui se vend bien et qui nous enrichit intellectuellement. Si vous en avez des sans gluten, n'hésitez pas. Hein, Faites-le vous-même, Laurence. Ah non, ça, pour le coup, ça, je fais. Quand vous comparez les parcours de ces femmes et de ces hommes à ceux des chefs d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de la cuisine d'aujourd'hui? Elle va où, notre cuisine? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont posé les bases, mais maintenant, il faut qu'elle vive sans eux. Donc, quelle direction elle prend, notre cuisine française? Les bases continuent toujours, c'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient déjà de l'innovation. Oui, mais à l'époque, ils se renouvellent tout le temps. Ce que disait Thierry, c'est vrai, il n'y a pas de conflit entre tradition et innovation. C'est-à-dire qu'on part sur des bases et on construit à partir de là pour aller vers autre chose. Aujourd'hui, on parle de cuisine moléculaire, mais Gouffet, par exemple, qui était un peu l'horloger de la cuisine, faisait déjà des choses avec minutie, presque en faisant de la science. Il a introduit la science dans la cuisine. Donc aujourd'hui, on continue sur cette voie-là, je crois. C'est vrai qu'en termes de créativité culinaire, ça n'a pas tellement évolué. Les choses se sont accélérées du fait qu'on ait mis tout ça en réseau, mais c'est toujours la terre, la racine, le patrimoine. Ensuite, c'est ceux qui cultivent cette terre, vraiment ce côté farmer. Et puis le côté, je dirais, attractif, érotique presque de la cuisine, ses formes, ses couleurs, tout ça, tout ce qui vous attire et qui fait par moment qu'on aime. Et puis l'hybridation. C'est-à-dire que la grande force de la cuisine française, c'est qu'elle a été capable de s'hybrider très souvent et de se nourrir de la diversité. Et aujourd'hui, si elle est aussi forte et aussi riche, c'est aussi grâce à sa diversité. Voilà, Chef à la carte. Hein, c'est publié chez qui, Alice? Édition Seuil. Et je crois que vous avez une émission de coédité par France Info, puisque en fait, ce livre, comme le précédent, est né du travail qu'on fait sur France Info tous les dimanches. Vous me le laisserez, Alice. On va venir à deux.